Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Débutons notre tour d'Afrique par le Soudan où plus d'un tiers de la population a besoin d'aide humanitaire en raison de la faim qui y sévit. Durant les 3 dernières années, c'est-à-dire depuis le putsch d'octobre 2021 et la suspension de l'aide internationale qui a suivi, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë n'a cessé d'augmenter. Le pays est depuis des années frappé par la crise économique, par des violences, des épidémies telles que le paludisme, également par les conséquences du changement climatique qui sont la sécheresse et les inondations. Tous ces maux ont donc entraîné la rareté des établissements médicaux, des médicaments, de l'eau et le manque de scolarisation poussant des familles à quitter leur village et à se réfugier au Kenya et ailleurs. Allons au Mali où la cérémonie de la remise solennelle de la nouvelle constitution de la République s'est tenue ce lundi 27 février. Cette constitution de 191 articles est un élément clé du vaste chantier de réforme initié par le gouvernement de transition pour assurer le retour du pouvoir aux civils. Son adoption serait une étape importante dans le calendrier menant à des élections en février 2024, même si la question d'une éventuelle candidature du président Assimi Goïta reste posée, malgré son engagement initial pris qui est qu'il ne puisse pas y concourir. Dans le calendrier élaboré par les autorités, cette constitution était censée être soumise à un référendum le 19 mars, mais à moins de 3 semaines du terme, le doute va crescendo sur le respect de cette échéance et le communiqué de la présidence malienne ne dit rien sur le sujet. Dans la nouvelle constitution, ce serait le président qui détermine la politique de la nation et non le gouvernement. Le président nommerait le premier ministre et les ministres et mettrait fin à leurs fonctions. Le président a également la possibilité d'ordonner la mobilisation générale applicable à partir de 18 ans. Dans le nouveau projet, les langues nationales sont les langues officielles du Mali et le français est la langue du travail. Tout coup d'État est désormais proclamé crime imprescriptible, mais les putschistes de 2020 et 2021 seraient à l'abri puisque les faits antérieurs à la promulgation de la Constitution seraient couverts par des lois d'amnistie. Rendons-nous en RDC où les rebelles du M23 ont pris le contrôle d'une nouvelle agglomération dans l'est du pays et restaient à l'offensive mardi, jour qui aurait dû marquer le début du retrait de leur position. La rébellion majoritairement Tutsi du M23, restée en sommeil pendant près de 10 ans, a repris les armes fin 2021 dans le nord Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le mouvement, bien que Kigali s'en défende. Selon un nouveau calendrier adopté par les dirigeants d'Afrique de l'Est le 17 février, tous les gouvernements armés, dont le M23, doivent se retirer d'ici le 30 mars au terme d'un processus en 3 étapes qui devait débuter mardi 28 février. Malgré cette énième demande, les rebelles avancent dans le pays et restent sur leur position. Poursuivons avec le Nigeria où le candidat du parti au pouvoir Bola a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle ce mercredi 1er mars. Le nouveau chef d'État a cumulé plus de 8,8 millions de voix face à ses 2 principaux concurrents, notamment Atiku Abubakar, le candidat de la principale formation de l'opposition recueillant 6,9 millions de voix, et l'outsider Peter Obi du Parti travailliste dont la popularité auprès de la jeunesse a donné un nouvel élan à cette campagne, cumulant 6,1 millions de voix. Accusé de fraude massive avant même la proclamation des résultats, Bola appelle désormais ses concurrents à faire équipe, déclarant que le pays devait être construit ensemble. De nombreux observateurs étrangers ont sévèrement critiqué le manque de transparence du scrutin et la déception s'annonce grande pour les partisans de l'opposition. Bola, quant à lui, héritera surtout d'une myriade de problèmes. Pendant 4 ans, il aura la lourde responsabilité de redresser le géant anglophone plombé par une économie en berne, des violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu'un appauvrissement généralisé de la population. Continuons notre tour d'Afrique avec le rapatriement des migrants guinéens et ivoiriens de la Tunisie ce mercredi 1er mars. Suite aux annonces xénophobes du président Kais Saied à l'encontre des migrants subsahariens, les accusant d'être à l'origine de la criminalité dans le pays, la Guinée a rapatrié 49 de ses citoyens accueillis par le ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a mobilisé la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire afin de rapatrier près de 500 ressortissants ivoiriens. Des témoignages de plusieurs ressortissants d'Afrique subsaharienne dénotent une déferlante de haine, d'injures raciales, de violence et d'emprisonnement non justifiés. Un grand nombre des 21 000 migrants originaires d'Afrique subsaharienne recensés en Tunisie officiellement, pour la plupart en situation irrégulière, ont perdu leur travail et leur logement. Certains sont victimes de violences policières. Parlons du One Forest Summit, le sommet pour la préservation des forêts du bassin Congo qui s'est déroulé le 1er et 2 mars au Gabon. Située en Afrique centrale, la forêt du bassin du Congo est le 2e massif forestier tropical après la forêt amazonienne. Elle couvre près de 3 millions de km² et est partagée entre 6 pays, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Ces forêts représentent le 2e plus grand puits de carbone de la planète, les rendant importants dans la lutte contre le changement climatique.
Ce sommet co-organisé par la France et le Gabon a été honoré par la présence des deux chefs d'État, notamment le président français Emmanuel Macron, qui a souhaité la création de mécanismes récompensant les pays qui gardent leurs forêts intactes ou en reforestant via des certificats biodiversité et a promis de mettre 100 millions d'euros additionnels à disposition des pays souhaitant accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité. Le président gabonais a quant à lui déclaré que l'investissement dans nos forêts est un fait et qu'en préservant les forêts, ce sont les populations qui sont protégées, mais aussi l'avenir de la génération future. Terminons ce tour d'Afrique par le Kenya où les conflits entre les hommes et les animaux augmentent. La cohabitation devient pénible entre les agriculteurs et la faune sauvage à mesure que la population en pleine expansion empiète sur les habitats de la faune sauvage. À Kajiado, à une centaine de kilomètres de la capitale Nairobi, les lions sont très problématiques car ils tuent les bétails la nuit. Les ouvriers agricoles ne perdent pas seulement un animal en présence d'un prédateur, ils perdent aussi leur principale source de nourriture, sachant que l'élevage constitue leur principale source de revenus. Tuer donc les animaux reste l'option la plus facile pour les populations locales qui sont obligées de choisir entre la survie de leur famille et celle des animaux. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines actualités. À bientôt!